Et l'actualité politique de la semaine a été largement marquée en France par la crise migratoire sur l'île italienne de Lampedusa, où près de 11 000 personnes, je vous le disais, sont arrivées en seulement une semaine. L'occasion de nouvelles passes d'armes politiques. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes politologue. Alors Benjamin Morel, Marine Le Pen s'est largement emparée hier du sujet lors de son discours de rentrée politique du Rassemblement national. Pour commencer, que faut-il en retenir de ce discours ? On a une position du Rassemblement national qui aujourd'hui est assez ambiguë sur l'Union européenne par rapport à ce qu'a pu être la position du RN, je dirais, il y a quelques années, sur une position, à l'époque de Florian Philippot, très eurosceptique, très frexiteuse. Aujourd'hui, il y a une position qui est une position un peu plus complexe à tenir et qui même était devenue ces derniers mois très pro-européenne. Là, on a plutôt un retour. On voit que l'électorat est en délicatesse avec ça et que l'idée d'avoir une gestion de ces politiques migratoires au niveau européen n'est pas forcément populaire et surtout est déjà préemptée par Emmanuel Macron. Donc on a malgré tout, lors de ce discours, une forme de retour aux sources, pas tout à fait aussi forte qu'il y a quelques années, mais malgré tout avec des signaux forts, ce qui marque que cet épisode de Lampedusa, c'est aussi peut-être le premier acte de la campagne des européennes. Alors justement, comment elle se positionne par rapport aux autres partis d'extrême droite ? Je pense par exemple à Reconquête d'Éric Zemmour. Est-ce qu'elle est quand même, par rapport à cette crise migratoire, dans la même ligne idéologique ou est-ce qu'on observe des divergences ? Alors, on a une ligne idéologique qui est relativement commune. En revanche, on a une communication et surtout des points sur lesquels Marine Le Pen appuie qui vont être quelque peu différents. On a un rapport très essentialiste de Reconquête, de Marion Maréchal Le Pen et évidemment d'Éric Zemmour à la question de l'identité. On a même un lien qui est fait, je dirais, entre les racines chrétiennes, etc. de la France et de l'autre côté, le refus de l'immigration. Marine Le Pen n'est pas tout à fait dans la même approche. On a une approche qui est beaucoup plus économiciste en réalité. Si jamais l'immigration arrive de façon trop importante, les risques peuvent être sécuritaires, peuvent être économiques, pression sur les salaires. Mais en revanche, le discours très originaire d'extrême droite, les racines chrétiennes, etc., ça on le retrouve moins aujourd'hui au sein du Rassemblement national et ça témoigne également de stratégies d'alliance différentes au niveau européen. Vous savez que vous avez 3 partis d'extrême droite ou très conservateurs, enfin 3 groupes au sein du Parlement européen. Les stratégies aujourd'hui du RN et de Reconquête ne sont pas les mêmes au niveau interne, ne sont pas non plus les mêmes au niveau international. Mais alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Marine Le Pen a posé en quelque sorte le premier acte en vue des élections européennes de 2024. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance avec Reconquête ? Non, clairement pas. Pour plusieurs raisons en réalité. D'abord parce que ce n'est pas les mêmes électorats. Et la porosité entre ces deux électorats n'est pas si évidente. L'électorat Reconquête, c'est un électorat plutôt CSP+, plutôt âgé, plutôt bourgeois, qui n'ira jamais voter Marine Le Pen, ou en tout cas que Marine Le Pen a beaucoup de mal à conquérir. De l'autre côté, l'électorat Le Peniste, qui est un électorat plus populaire, est en difficulté avec un parti Reconquête qui apparaît comme étant plus libéral, moins enraciné dans ces problématiques sociales. Donc on a deux électorats qui sont relativement opposés. Par ailleurs, le mieux pour Marine Le Pen, ce serait que Reconquête fasse un très mauvais score parce que un candidat, un opposant à sa droite, c'est quelque chose qui peut poser problème à Marine Le Pen. Le problème de Marine Le Pen, c'est aujourd'hui de se normaliser pour aller trianguler au centre. Si jamais elle est débordée par sa droite, se modérer devient plus compliqué. Mais alors justement, est-ce que Reconquête n'a pas des chances de percer aux européennes ? C'est une possibilité, parce qu'une campagne européenne n'est jamais vraiment une campagne que l'on peut considérer comme étant représentative des rapports de force nationaux. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez en règle générale une forte abstention. Or, il faut bien comprendre que celui qui remporte une élection, ce n'est pas celui qui a le plus large électorat, c'est celui qui arrive le mieux à le mobiliser. L'électorat Reconquête, CSP+, âgé, il va toujours voter. L'électorat Le Pen, qui est un électorat populaire, lui, il est plus substantiellement abstentionniste. Donc si jamais on a un fort taux d'abstention, ça favorisera Reconquête, ça défavorisera le RN. Ça risque pas d'entraîner forcément une inversion des courbes, mais évidemment, avec un Reconquête à 10%, 15%, ça change la donne pour 2027. Ça va être un vrai test, ça, les européennes pour Marine Le Pen ? Ça va être un test et c'est aussi pour ça qu'elle se met relativement en retrait. Là, on a le premier acte lancé, mais ensuite, c'est Jordan Bardella qui ira au charbon. Ce qui lui permettra d'avoir un discours plus radical également parce que le chef doit se préserver une marge, je dirais, de neutralité ou de modération. Donc avec une campagne plus offensive, avec une campagne peut-être plus radicale, il y a une chance que Jordan Bardella désactive un petit peu la liste Reconquête et évite d'enrayer ce qui pour l'instant
plutôt une bonne dynamique. Alors justement, pour rebondir sur Jordan Bardella, aujourd'hui Marine Le Pen, elle est en Italie aux côtés du leader d'extrême droite Matteo Salvini. Pourquoi c'est elle qui y va et pas Jordan Bardella? Parce qu'en réalité, le vrai capitaine dans le paquebot FN, le paquebot RN, pardon, c'est Marine Le Pen. Parce que, évidemment, le pouvoir aujourd'hui n'est plus au parti. Le pouvoir, il est essentiellement au groupe politique. Et Marine Le Pen, eh bien, en organisant ce redispatchage des postes, eh bien, marque bien cette transformation-là. Salvini, c'est un allié au niveau européen. C'est quelqu'un avec qui demain, eh bien, le RN peut arriver potentiellement à travers le groupe parlementaire dans lequel ils sont présents à trouver des accords, peut-être même trouver un accord avec le PPE et du coup, eh bien, transformer ou donner le sentiment de transformer l'Europe de l'intérieur. Donc là, évidemment, c'est une affaire qui tend à présidentialiser la présidente du Rassemblement national, les relations internationales, le lien avec un leader étranger qui est un leader qui était ministre de l'Intérieur, qui a aujourd'hui une posture en Italie qui n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques années, mais qui demeure importante. Ça, évidemment, on ne le laisse pas au second. Ça ne serait pas plus intéressant justement pour Marine Le Pen de se rapprocher de Giorgia Meloni plutôt que de Matteo Salvini? Alors théoriquement, ça pourrait, d'autant qu'entre la Liga, qui est quand même partie à l'origine régionaliste, et le RN, il peut y avoir des différences. Mais Giorgia Meloni est sur un logiciel plus libéral, plus catholique, conservateur, qui n'est pas vraiment celui, justement, de Marine Le Pen. C'est un logiciel plus zémourien. Et donc, ce faisant, pour des raisons à la fois qui ont trait, je dirais, aux stratégies d'alliance au niveau européen qui datent et qui remontent un petit peu, et de l'autre côté, pour des raisons d'affinité idéologique, eh bien, en effet, le rapprochement ne s'est pas fait. Après, Giorgia Meloni est quand même un avantage dans l'escarcelle de Marine Le Pen, parce que ça montre qu'un parti d'extrême droite peut gérer un pays européen sans que tout d'un coup le pays soit mis à la porte, sans que le pays soit mis en crise, etc. Donc ce précédent-là lui donne un argument important pour 2027. Ça peut arriver, puisque c'est déjà arrivé ailleurs. Et il est dirigé par une femme. Exactement. Donc là, il y a évidemment une forme de similitude qui potentiellement est un argument électoral, qui va être un argument électoral visant à rassurer, parce que le problème de Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas tant la dédiabolisation que la crédibilisation. Est-ce que vraiment ce parti arrivé au pouvoir peut gérer le pays sans que ce soit le chaos? Ce que dit Giorgia Meloni, c'est que ça a pu marcher en Italie, donc l'argument qui va être avancé, c'est pourquoi pas ici? Alors un dernier mot pour refermer ce volet consacré à la crise migratoire et aux réactions politiques en France. On a assez peu entendu, on a beaucoup entendu la droite et l'extrême droite parler de submersion en Europe. On a assez peu entendu la France insoumise. Comment est-ce que vous expliquez ce silence? On a aujourd'hui des soucis au sein de la France insoumise qui sont liés à la fois à la question des listes au niveau européen. Donc on voit que la priorisation des sujets peut être relativement différente. Et ensuite parce que pour la gauche, capitaliser sur ce sujet-là est compliqué tout bêtement parce que ce soit bien ou pas bien, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, vous voyez qu'une grande partie des Français se sont plutôt polarisés à droite, voire très à droite sur les sujets migratoires. Sur les sujets migratoires, les positions aujourd'hui défendues par la gauche sont, à tort ou à raison, plutôt minoritaires dans l'opinion. Or, stratégiquement, lorsque vous voulez communiquer, lorsque vous voulez lancer une campagne, vous ne lancez pas une campagne sur un sujet sur lequel vous êtes structurellement minoritaire. Donc aujourd'hui, ce sujet-là est très très compliqué à gérer pour la gauche. D'ailleurs, il est l'un des points de cristallisation, pas tant sur le fond, mais sur la manière dont on le présente au sein des différents partis de la NUP. Alors, autre sujet, Benjamin Morel, qui a fait l'actualité de cette semaine politique en France, c'est évidemment la rentrée d'Édouard Philippe et de son parti Horizon. Est-ce qu'Édouard Philippe est en train d'essayer d'asseoir un statut de présidentiable en vue de la présidentielle 2027 ? Parce que c'est quand même ses ambitions sont aujourd'hui un secret de polichinelle, on peut le dire. C'est un secret de polichinelle, comme le sont celles de Gérald Darmanin, comme le sont sans doute celles d'autres, à la fois au sein du MoDem ou de la majorité. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est 3 ans et demi avant les prochaines élections. Il est donc théoriquement assez peu adroit de sortir aussi rapidement du bois. Seulement voilà, comme on rentre déjà en crise de succession, tout bêtement parce que majorité relative, président qui ne peut pas se représenter, donc sentiment qu'on est déjà dans une forme de fin de règne. Le premier qui part, et le premier qui dit à l'électorat, regardez, il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon, et potentiellement entre les deux, il y a moi, croyez en moi et ralliez-vous à ma bannière. Eh bien, celui qui arrive à faire ça et à être crédible a un vrai avantage sur ses concurrents. Donc, dès le moment où le sentiment que les autres peuvent partir avant est acté, eh bien, tous les prétendants
doivent se positionner. Gérald Darmanin se positionne il y a quelques semaines parce que Édouard Philippe a déjà un groupe avec Horizon et que donc ce faisant peut-être même demain un groupe au Sénat et donc a déjà des moyens de faire pression sur la majorité pour assurer la succession. L'avancée de Gérald Darmanin implique pour Philippe d'avancer également ses pions pour apparaître comme étant le candidat naturel. Donc là, ça montre, c'est pas tellement révélateur des ambitions des uns ou des autres, on les connaît, c'est surtout révélateur de la déliquescence de la majorité. Et en tout cas, il va falloir qu'Édouard Philippe réussisse à ne pas disparaître pendant ces 3 ans et demi, 4 ans de ce qui ressemble en tout cas à un début peut-être de campagne électorale. Il va effectivement très probablement se retrouver, vous le disiez, en concurrence avec Gérald Darmanin. Lequel des deux a le plus de chances d'être adoubé par Emmanuel Macron ? C'est très complexe, évidemment. D'abord, Emmanuel Macron n'a intérêt à adouber personne pour l'instant. Tout bêtement parce que la priorité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, c'est que la majorité tienne, que la majorité ne se divise pas. Et donc, dès le moment où vous consacrez un dauphin, eh bien, vous construisez une opposition interne à votre propre majorité. Souvenez-vous, Chirac, Villepin, eh bien, évidemment, tout d'un coup, vous avez la pression des sarkozystes. Donc, il faut arriver à tenir toutes les grenouilles dans la même brouette le plus longtemps possible pour qu'on ne rentre pas justement dans une période radicale de fin de règne dans laquelle plus aucune réforme, plus aucun texte ne pourrait passer. Après, eh bien, le problème évidemment, c'est d'arriver à maintenir tout le monde ensemble avec des stratégies électorales assez différentes en réalité. La stratégie Philippe, c'est une stratégie classique de centre droit. On mobilise les CSP+, les retraités, sur un logiciel libéral de droite. La stratégie Darmanin est une stratégie plutôt sarkozienne, aller chercher l'électorat populaire. Cet électorat populaire, eh bien, il vote RN ou il s'abstient. Donc ça implique d'avoir une approche notamment économique assez différente et plus dure sur les sujets migratoires. Vous pouvez avoir des approches comme celle, par exemple, d'un Gabriel Attal qui peut-être pourra avoir des ambitions, qui reconstruirait une synthèse électorale plus macronienne en allant chercher et le centre-gauche et le centre-droit. Seulement quand vous voulez envoyer des signaux politiques, eh bien ces signaux ne peuvent pas être contradictoires et donc ça va créer des tensions au sein de la majorité, au-delà même des personnes. Alors je voudrais qu'on revienne également sur un sujet important parce que le temps file et tout ce que vous dites est passionnant, mais c'est quand même important ce procès d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui s'annonce, qui va être jugé donc entre le 6 et le 17 novembre pour prise illégale d'intérêt. D'abord peut-être nous rappeler qu'est-ce qui lui est concrètement reproché ? On a plusieurs éléments, hein. On a notamment des interventions dans des dossiers. Et donc, cette situation-là fait que pour Éric Dupond-Moretti, au vu de sa position, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile à tenir. Objectivement, maintenir un ministre à la chancellerie au vu de ce qui lui est reproché peut être très très rapidement mal pris, à la fois par le corps des magistrats, qui lui est déjà originellement plutôt opposé, et de l'autre côté, eh bien, par une grande partie des Français. Après, ça pose deux questions. La question à la fois eh bien, de la capacité que peut avoir Emmanuel Macron à trouver un arrière-ban, parce que ça a toujours été le problème dans les réformes gouvernementales. On a aujourd'hui des ressources humaines en Macronie qui sont relativement limitées. Et ensuite, Dupond-Moretti, à tort ou à raison, est un symbole. Et ce symbole-là, ce symbole à la fois société civile, plutôt gauche, eh bien, il ne va pas être très très aisé à remplacer, d'autant qu'en face, vous avez Beauvau, vous avez Gérald Darmanin. Et donc il faut arriver à rééquilibrer politiquement le gouvernement pour que la voix de Beauvau eh bien, trouve une voix qui soit une voix audible par l'électorat, notamment de centre-gauche, à la chancellerie. Donc finalement, la piste d'une possible éviction d'Éric Dupond-Moretti du gouvernement est... Elle est probable tout de même, parce que ce serait extrêmement compliqué de le maintenir. Après, vous savez, au vu de la situation, Emmanuel Macron a tout de même maintenu des personnalités au gouvernement, alors qu'on les donnait fondamentalement partantes. Il faut voir que, jadis, il y avait ce qu'on appelait la jurisprudence Rocard-Balladur, c'est-à-dire que dès le moment où un ministre était mis en examen, il devait démissionner. Ça a été remis en cause par Emmanuel Macron dès 2017. À l'époque, vous avez des ministres qui ne sont pas encore mis en examen et pourtant qu'on pousse déjà à la démission. Par ailleurs, vous avez des ministres mis en examen, dont Éric Dupond-Moretti, qui eux ne vont pas être poussés à la démission. Aujourd'hui, il n'y a plus réellement de jauge. Donc, tant qu'il n'y a pas de condamnation, et d'ailleurs même s'il y avait une condamnation, parce qu'en réalité aucune condamnation, sauf évidemment la prison ferme, ne vous empêche d'être ministre, il n'y a pas de nécessité, au moins juridique, de congédier un ministre, et donc ça peut encore durer.
Et une dernière question, réponse assez rapide. Emmanuel Macron a créé la polémique cette semaine en annonçant qu'il allait participer à la messe du pape François à Marseille la semaine prochaine. Il a annoncé également une collecte pour soutenir la reconstruction, la restauration de milliers d'édifices religieux en France. Pourquoi est-ce que ça dérange le fait qu'un président de la République française assiste à une messe du pape? Alors, il y a deux éléments. Sur les édifices religieux, là, il faut voir qu'on est face à des édifices qui, normalement, sont notamment entretenus par les communes. Et donc là, ça pose la question aujourd'hui de l'entretien d'édifices que, eu égard à la loi de 1905, nous devrions pouvoir entretenir. Donc c'est un geste patrimonial. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a recours au privé et pourquoi est-ce que l'État n'assume pas ses responsabilités en la matière. Sur le fait d'assister à la messe, vous savez, historiquement, après Clémenceau, la règle en matière de laïcité, elle est simple. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être ministre, mais si vous allez à l'église, eh bien vous y allez uniquement à titre privé. C'était le cas de Chirac, c'était le cas de Gaulle qui allait à la messe à titre privé. Le fait d'y aller en tant que chef de l'État, ça en effet, ça jure un peu avec les traditions et avec l'esprit laïque à défaut de la loi de 1905, d'où le fait que ça choque. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup.